C'est un jeu Mario Kart auquel j'ai pas forcément beaucoup joué, mais je trouvais intéressant de vous raconter un petit peu l'histoire de ce jeu. Attention, c'est parti. Après l'incroyable succès de Super Mario Kart sur sa 16 bits, donc la Super Nintendo, Nintendo planche rapidement sur une suite qui mettra cette fois plus de 4 ans à nous parvenir sur la flambant neuve Nintendo 64. Il faut croire qu'à cette époque déjà, la direction de la firme de Kyoto semble s'être imposée la traditionnelle limite d'un seul Mario Kart par génération de consoles. D'une manière générale, Mario Kart 64 reprend le schéma global de son aîné et en conserve les bases. De nouveaux bonus, carapace bleue, etc. 16 circuits très différents, 3 niveaux de difficulté, 50, 100 et 150 cm3, et 4 arènes pour le Battle Mode sont présents dans cette cartouche. Mais, du fait de la puissance décuplée de la nouvelle console ainsi que son joypad unique, tous les aspects techniques et la jouabilité sont considérablement rehaussés. Cette fois, la Nintendo 64 permet l'affichage fluide d'une véritable 3D et les circuits profitent ainsi d'environnements inédits et indéniablement plus immersifs qu'auparavant. Il suffit de quelques tours sur le circuit d'autoroute Todd encombré d'énormes camions et autres véhicules parasites roulant à contresens pour s'en convaincre. Mais la plus grande nouveauté de ce titre reste évidemment la possibilité de jouer jusqu'à 4 sur le même écran simultanément. Nous reparlerons de cette prouesse un peu plus tard. La toute première présentation de Mario Kart 64 a lieu à l'occasion du salon japonais Nintendo Space World 1995 en novembre 1995, soit un an avant sa sortie effective. Mais en s'étant reculé, c'est sous le nom de code Super Mario Kart R que le public apprendra d'abord à le connaître. Un peu certes à se demander à quoi fait référence la lettre R. Il s'agit tout simplement d'une mention directe au mot Reality, terme alors utilisé dans le premier nom de code de la Nintendo 64, Project Reality. Déjà le jeu montre tout son potentiel, avec des parties en multijoueur jusqu'à 4 et une amélioration graphique gigantesque. Cette version présentée est bien avancée, même si l'on constate quelques différences notoires avec la cartouche finale. Ainsi par exemple, la page de titre propose un visuel moins abouti. Les cubes de bonus sont alors de simples boîtes noires assez peu esthétiques, et le tableau de sélection des conducteurs est différent. Il présente en effet 8 personnages de face et immobiles, alors que le jeu définitif montre des portraits en vue de 3/4 des héros en images de synthèse animées. Mais la plus grande différence reste l'absence de Donkey Kong Jr., le personnage pourtant emblématique du premier épisode, qui alors a pris sa place. Il s'avère que Kamek, aussi connu sous le nom de Magic Koopa, l'un des sbires de Bowser dans la série de Super Mario Bros, a réussi à s'imposer, mais pas très longtemps. Shigeru Miyamoto, s'exprimant sur le sujet, a ainsi expliqué: nous avions dans l'idée de faire courir Kamek, mais on a rapidement trouvé qu'il manquait de personnalité, qu'il passait inaperçu. Voilà pourquoi on l'a retiré et remplacé. Il nous fallait uniquement des personnages charismatiques. On peut se demander comment Nintendo a pu envisager une seule seconde de ne pas inclure le personnage de Donkey Kong, une telle icône. Mais en répondant ainsi, on apprend que Miyamoto botte évidemment en touche pour éviter d'avoir à aborder la véritable raison. Parce qu'en réalité, il existe une explication très précise concernant l'absence de Donkey Kong Jr. dans cette mouture bêta du jeu, et elle n'a strictement rien de poétique. Il s'avère en effet que depuis le développement du jeu Donkey Kong Country sur la Super Nintendo, les droits de représentation en 3D des personnages de Donkey Kong
avancé dans les négociations. La firme de Kyoto s'est résolue dans un premier temps à insérer un personnage substitution, Kamek. Les pourparlers prendront un certain temps avant d'aboutir, mais pour la plus grande joie des femmes, Donkey Kong figurera bien sur la grille de départ en décembre 1996. D'ailleurs, en parlant de sortie, il est intéressant de noter que le créateur du jeu, Hideki Kono, toujours lui, rêvait que Mario Kart 64 sorte simultanément avec la console. Il avouera à ce propos avoir travaillé avec son équipe d'arrache-pied pour tenir ce délai. Malheureusement, et malgré d'intenses efforts, Shigeru Miyamoto mettra fin aux espoirs de Kono. En vérité, il se trouve que Miyamoto travaille lui aussi avec son propre staff sur un autre blockbuster estampillé Mario, Super Mario 64, qui au passage est un excellent jeu. Miyamoto estime, à juste titre d'ailleurs, qu'il est préférable d'espacer deux grands hits potentiels pour éviter qu'ils ne se concurrencent. On ne pourra pas lui donner tort, sauf qu'on constate évidemment que, quitte à choisir un jeu, il préfère que ce soit le sien et non celui de son collègue. Mario Kart 64 devra donc patienter 5 mois supplémentaires avant d'offrir aux joueurs qui l'attendent de joypad ferme en Europe. Le jeu sortira avec un nouveau décalage de 6 mois, le 24 juin 1997. À la commercialisation du titre, les joueurs les plus intensifs auront immédiatement décelé quelques différences amusantes entre les versions. En voici quelques exemples. Chez nous, l'apparition de l'écran de titre est accompagnée de la voix du doubleur officiel de Mario, Charles Martinet, énonçant de son titre vocal si caractéristique « Welcome to Mario Kart ». En revanche, au Japon, à l'allumage de la console, ce sont des voix d'enfants qui chantent en chœur « Mario Kart ». Dans le même registre, on remarquera que les voix de certains personnages ne sont pas les mêmes, et notamment celles de Wario, Todd, Peach et Luigi. Certes, ces différences pourront sembler insignifiantes pour la plupart des joueurs ou l'historien du jeu vidéo, mais en creusant un peu, on parvient néanmoins à découvrir d'incroyables anecdotes sur le dessous de la série. Ainsi, il s'avère que la voix de Luigi, dans la version japonaise, est en réalité celle d'un jeune Français alors âgé d'à peine 20 ans, un dénommé Julien Bardakov, et ce dernier a accepté de nous raconter son incroyable histoire. En 1996, le jeune homme est fraîchement employé par Nintendo à Kyoto en tant que traducteur. La traduction de Pokémon, Zelda Ocarina of Time, etc. C'est lui. Et voici comment il est venu à prêter sa voix à l'un des héros les plus emblématiques de la firme pour ce jeu. Un jour, l'un de ses collègues japonais est venu me voir et m'a demandé de tester le jeu pour lequel il officiait. De mémoire, en tant que level designer, c'était le prototype de Mario Kart 64. Dans cette version, plusieurs circuits, dont celle de l'autoroute, étaient terminés et il y avait déjà pas mal de personnages jouables. Mais j'ai rapidement remarqué qu'en dehors de la voix de Mario, les autres n'étaient encore pas doublés. Et comme dans la version Super Nintendo, mon personnage préféré était Todd, j'y suis allé au culot en disant « Oh, j'adorerais donner ma voix à Todd. Faites-moi passer un test de doublage, s'il vous plaît. » Mon collègue s'est marré et m'a répondu « Ok, allons en parler à Koji Kondo, le compositeur des thèmes de Mario Kart et Zelda, etc. » Je l'ai suivi et il m'a emmené dans le studio d'enregistrement de Nintendo, qui était immense. Là, on a salué Kondo-san et je lui ai alors expliqué que je rêvais de doubler Todd. Visiblement, ma demande a eu l'air de l'amuser. Il a sorti une feuille sur laquelle figurait un script. Il a branché un micro et il m'a fait passer un test. Sauf qu'en plein milieu de l'enregistrement, il m'arrête et m'annonce « Non, ça ne va pas du tout. » J'ai cru que c'était fichu, mais sur le coup, ça m'a rendu super triste. Puis il a
a fini par ajouter: Ah, mais tu as une voix de Luigi. Toi, tu vas donc plutôt doubler Luigi dans Mario Kart 64. Certains gamers penseront que c'est mieux, mais moi je n'avais jamais joué avec Luigi dans Super Mario Kart. J'aurais vraiment préféré faire Todd. Parmi les autres différences régionales, il y a des détails graphiques de première importance. Notons par exemple les allusions flagrantes des marques connues dans la version japonaise de Mario Kart 64. En effet, le long des gradins ou les panneaux aperçus pendant les courses, les joueurs avisés sauront sans aucun mal reconnaître quelques logos fréquemment repérés pendant les véritables championnats de Formule 1. Marlboro, Mario, Jeep, Louis Jeep, Mobile, Yoshil et Goodyear ou Air sont ainsi visuellement parodiés. Une telle pratique venant d'une société comme Nintendo, veillant généralement à ne jamais provoquer de vagues de ce genre, est extrêmement étonnante. Toutefois, si ces parodies sont finalement tolérées au Japon, la firme ne souhaite pas tenter le diable ailleurs, et notamment aux États-Unis, où les procès sont pour certaines marques un sport national. Voilà pourquoi Nintendo of America demande aux équipes japonaises de modifier ses logos et de supprimer toute allusion graphique problématique. Donc les cigarettiers. Mario Kart 64 est un chef-d'œuvre du jeu vidéo, et l'on serait bien normal de lui trouver un quelconque défaut. En réalité, le principal reproche que les joueurs la presse ont adressé à Nintendo à l'époque, c'est peut-être de n'être qu'une simple mise à jour technique de Super Mario Kart. Le slogan japonais de la Nintendo 64 était d'ailleurs « Le jeu vidéo évolue ». La Nintendo 64, leur révolution, et beaucoup attendaient de Mario Kart 64 la même claque qu'avec Super Mario 64 et son impressionnant passage en la 3D. C'est vrai que Mario 64, on venait de jouer à Mario World, il y a une énorme avance. Alors que là, c'était pas top top top. D'ailleurs, notez magnifiques images. Shigeru Miyamoto reconnaît que Mario Kart 64 n'est pas en apparence la révolution attendue, mais en apparence seulement, parce que pour lui, tous les membres de l'équipe de développement La Révolution a bel et bien eu lieu. Miyamoto, qui a assuré une partie de la promotion du jeu à sa sortie, explique d'ailleurs à la presse en 96, pardon. Certes, la révolution n'est peut-être pas flagrante, mais vous saviez jouer à Mario Kart jusqu'à 4 mains simultanément, sans perte de vitesse d'animation, 30 images par seconde quand même. Et dans un univers 3D, c'est une prouesse que personne n'avait encore réussi à réaliser. Dans une telle configuration à 4 joueurs sur autant de fenêtres splittées, cela veut dire que la Nintendo 64 doit être capable de jouer jusqu'à 16 véhicules contrôlés par des joueurs. Aucune autre machine ne peut encore espérer le faire aussi bien. Bref, même si ça se voit pas forcément, ce Mario Kart 64 est bel et bien une prouesse qui fait avancer le jeu vidéo. Un instant de son aimé, son Super Nintendo, Mario Kart 64 sera un incroyable succès international au Japon avec 2,06 millions d'exemplaires écoulés. Le jeu se positionne une nouvelle fois comme le titre le plus vendu de la console, et ce au nez et la moustache de Super Mario 64, 1,8 million. Belle revanche pour Eddie Kono. Sur le continent américain, c'est à plus de 6,23 millions d'unités que le jeu s'écoule, troisième meilleure vente de la console. Malheureusement, on ne connaît pas les chiffres officiels pour l'Europe, mais l'on peut
sans peine estimer le total de vente de Mario Kart 64 à plus de 10 millions d'unités. Bref, un nouveau carton planétaire, plus important encore que le précédent. Voilà, pour ce deuxième chapitre. Il y aura ensuite le troisième chapitre avec Mario Kart sur GBA, mais ce sera pour dans quelques jours. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo avec un autre